Bonjour à toutes et tous. Nous allons bientôt débuter notre webinaire. Je laisse les participants nous rejoindre. Encore quelques secondes. Notre conférence d'aujourd'hui va porter sur l'utilisation des systèmes de ventilation et de climatisation qui, dans la période, peuvent être fortement sollicités. Nous avons souhaité organiser cette conférence en partenariat avec notre collègue, le service AST, qui officie dans le département de l'Essonne, pour vous permettre de ne pas rester isolés face aux questions que vous vous posez. Notre intervenante aujourd'hui sera donc Madame Marichou Douni, qui est hygiéniste du travail et de l'environnement au sein du service de santé au travail AST. Elle sera accompagnée par Bruno Mencier, Dima Merabi, Bruno Perdieu et Annie Saget d'Horizon Santé Travail du SISTEVO et de la Fédération. Et je suis moi-même Céline Roux, déléguée générale de Santé au Travail, Fédération Île-de-France. Pour cette conférence, vous avez la possibilité de poser vos questions en ligne. Pour ce faire, et certains ont commencé, je vous propose d'appuyer sur le petit bouton Q&R où vous pourrez poser vos questions en ligne. Vous verrez toutes les questions et vos réponses apparaître dans l'écran Q&R. Vous avez la possibilité aussi, quand une question vous intéresse, ou la réponse à cette question vous intéresse, d'appuyer sur le petit pouce qui nous fait connaître votre intérêt pour cette question et la fait passer en priorité par rapport à des questions qui attireraient un peu moins l'intérêt, un intérêt un peu moins collectif en tout cas. Et donc nous répondrons à vos questions en ligne et vous verrez apparaître toutes les réponses sur votre écran. Pour certaines questions, nous pourrons être amenés à revenir à l'oral. Marichou pourra réintervenir pour répondre à vos questions à l'oral. Et vous aurez aussi, si certaines questions nécessitent pour nous d'effectuer quelques recherches, vous aurez la possibilité de retrouver les réponses à ces questions en ligne sur le site de la Fédération, de même que le support de présentation et le replay de cette conférence qui seront accessibles sur le site de la Fédération. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Marichou qui va effectuer toute la présentation. Marichou, c'est à vous. Donc, le temps de partager mon écran. Voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, on va essayer aujourd'hui de répondre à, je pense, une question que tout le monde se pose avec l'arrivée de l'été, c'est faut-il ou pas remettre en route la climatisation? On va élargir un petit peu le sujet parce que cette question se pose de façon un peu plus accrue en ce moment, mais finalement, la problématique du chauffage en hiver, de la climatisation en été et du renouvellement d'air est une question finalement qui se pose tout au long de l'année et même en dehors de la période de l'épidémie de Covid-19. On va commencer par voir un petit peu ce que nous dit le Code du travail en matière de ventilation, avant d'aborder la propagation du virus, que vous connaissez quand même, je pense, pour la plupart. On va aborder aussi le renouvellement de l'air, la partie climatisation, un petit focus sur les épurateurs d'air, et finir par une conclusion pour rassembler l'ensemble des informations qu'on a vues. Que nous dit le Code du travail en termes de renouvellement de l'air? Le Code du travail distingue deux types de locaux. Les locaux à pollution non spécifique, qui sont de manière générale souvent des bureaux, en fait, où il n'y a pas de pollution, excepté la présence humaine qui rejette du CO2. Et donc, l'objectif dans ces locaux, c'est simplement de renouveler l'air. Et puis, on a ce qu'on appelle les locaux à pollution spécifique.
ce sont des locaux dans lesquels il y a une activité qui génère des émissions dangereuses ou gênantes pour la santé, que ce soit des gaz, des vapeurs, des poussières, des brouillards en suspension dans l'air et qui sont potentiellement dangereux ou en tout cas gênants pour la santé de l'homme. Donc l'objectif dans ce cas-là, ça va être d'évacuer les polluants, de préférence en les captant à la source, et également de renouveler l'air. Donc voilà, on distingue bien ces deux types de locaux pour lesquels on n'aura pas tout à fait les mêmes obligations réglementaires. Pour les locaux à pollution non spécifique, on peut aérer de façon naturelle à condition que le volume par occupant soit supérieur ou égal à 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où il y a un travail physique léger, et puis 24 mètres cubes au-delà. Donc, cette aération naturelle est permise dans certains cas. Dans les autres cas, il est nécessaire de mettre en place une ventilation mécanique avec un débit minimal d'air neuf à introduire par occupant en fonction de l'activité qui est réalisée dans les locaux. Donc, pour des bureaux, on va être autour de 25 mètres cubes par heure au minimum, et ça peut aller jusqu'à 60 mètres cubes par heure pour des locaux où il y a un travail physique intense qui est réalisé. Dans les locaux à pollution spécifique, la ventilation, elle doit permettre de renouveler l'air, et si on n'a pas la possibilité de capter à la source, d'évacuer les polluants, et donc ça va être défini en fonction de la nature et de la quantité des polluants. En tous les cas, cette ventilation, elle devra au minimum avoir les débits d'air neuf correspondant au tableau qu'on a vu précédemment. L'objectif principal, il est quand même de capter à la source les émissions dangereuses et de les évacuer. Et la ventilation, c'est-à-dire le renouvellement de l'air, vient ensuite en plus de cette captation des émissions dangereuses. Pour les installations de protection collective, donc par exemple les aspirations, les ventilations, l'employeur est tenu de vérifier chaque année leur bon fonctionnement, de les entretenir. Et donc ça doit être fait au moins une fois par an, voire plus quand il y a du recyclage d'air, c'est tous les 6 mois. L'employeur met en place une notice qui fixe les conditions de l'entretien et donne les valeurs de référence pour savoir si effectivement ces installations fonctionnent correctement. Ces valeurs de référence sont données par les fournisseurs et fabricants. Concernant le Covid-19, on a essentiellement une propagation aérienne qui part de gouttelettes expulsées par une personne qui est infectée, qui va tousser, éternuer ou parler. Ces gouttelettes vont se disperser dans l'air. En air calme, elles vont chuter au sol ou sur les surfaces et objets environnants. Si l'air est en mouvement, elles vont pouvoir se disperser un peu plus loin, c'est-à-dire dans le local où est la personne. Et on a maintenant des suspicions sur le fait que ces gouttelettes puissent aller plus loin et persister dans l'air pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, en se fixant sur des particules fines liées à la pollution intérieure ou à la pollution qui vient de l'extérieur. On a maintenant aussi une hypothèse qui s'appuie là-dessus. On s'interroge sur le fait que ces particules pourraient voyager plus loin, c'est-à-dire d'un local à un autre. Et même si ce risque ne peut être totalement écarté, il n'est quand même pas considéré actuellement comme un mode de transmission majoritaire en l'état actuel des connaissances. Donc, en l'état actuel des connaissances, on considère que le virus se propage de façon assez directe autour de la personne infectée, mais on n'écarte pas le fait que ces gouttelettes infectées puissent migrer un peu plus loin. On manque encore d'études et de connaissances sur le sujet. Donc, vous voyez ce diagramme, la personne infectée va expulser des gouttelettes qui vont se mettre en suspension. Ces particules vont pouvoir être inhalées par les personnes qui sont autour. Et puis, ça c'est la voie vraiment la plus exposante. Et puis, il peut y avoir aussi un contact direct, c'est-à-dire par le biais des mains, par exemple, de la personne infectée avec les personnes autour, ou par l'intermédiaire d'objets, donc un contact indirect. On a une autre voie qui est peu médiatisée, qui maintenant nous alerte,
c'est une voie de transmission par les sanitaires, par les toilettes au moment de tirer les chasses d'eau. Alors, en fait, on sait que les chasses d'eau créent des panaches de gouttelettes lorsque les toilettes sont rincées avec des abattants ouverts. Donc, ces particules vont être en suspension dans l'air, vont sortir des toilettes. Et on sait aussi qu'il y a des particules de virus qui sont présentes dans les selles pour les personnes infectées. Donc, actuellement, les responsables de l'OMS ont reconnu qu'il y a une voie de transmission fécale-orale et ils conseillent de tirer la chasse d'eau, le couvercle de la cuvette étant fermé pour éviter ce type de propagation. Je vais maintenant vous parler du renouvellement de l'air. Donc, on peut avoir différents dispositifs qui permettent de renouveler l'air, ce qu'on appelle couramment la ventilation. Le premier dispositif le plus simple, c'est l'aération par ouverture des fenêtres ou de portes. On a aussi de la ventilation naturelle par des grilles d'aération ou des conduits de tirage à tirage naturel. Et puis, on peut avoir de la ventilation mécanique, alors typiquement les VMC, à simple flux, à double flux. Alors, ces mécanismes-là aspirent l'air intérieur, le rejettent à l'extérieur, et il y a un apport d'air neuf de compensation qui entre en général souvent par des grilles d'entrée d'air qui sont situées au-dessus des fenêtres. Ça, c'est le système le plus classique. Et puis, on peut avoir aussi des centrales de traitement d'air qui sont des systèmes plus élaborés qui permettent de renouveler l'air et aussi de climatiser. Donc, ces dispositifs fonctionnent avec ou sans recyclage de l'air. L'ARS a émis des recommandations en période d'épidémie de Covid-19. Ça date du mois de mai. La première recommandation, celle qu'il faut vraiment toujours garder à l'esprit, c'est d'aérer. Aérer régulièrement par ouverture en grand des ouvrants, typiquement les fenêtres, au minimum 10-15 minutes, 2 fois par jour. C'est vraiment un minimum. Ensuite, il est conseillé de vérifier que tout ce qui est ventilation naturelle, donc entrée, sortie d'air, ne sont pas obstruées et de les nettoyer régulièrement. La troisième recommandation porte sur les ventilations mécaniques de type VMC ou centrale de traitement d'air. Donc, effectivement, il faut aussi vérifier leur non-obstruction. Nettoyer régulièrement les filtres en les remplaçant aux fréquences habituelles. Vérifier le bon équilibre des réseaux d'air. Et surtout, arrêter le mode recyclage de l'air quand c'est possible. Quand ce n'est pas possible, il faudra réduire au plus bas la fonction recyclage de l'air. Et puis pour les locaux inoccupés, il est conseillé de maintenir la ventilation nominale, porte fermée. Ça, ce sont les recommandations de l'ARS en matière de renouvellement de l'air. En ce qui concerne la climatisation, on va reprendre un petit peu quelques définitions. On va parler souvent pour la climatisation de la température et je vais vous parler aussi de la température ressentie qui prend en compte non seulement la température, mais aussi la vitesse d'air, l'humidité et pourrait même prendre en compte le rayonnement quand il y a des parois vitrées, par exemple, qui peuvent émettre beaucoup de chaleur. On a la notion de rafraîchissement qui est caractérisée par le fait d'abaisser la température de l'air de quelques degrés. Et puis la climatisation. La climatisation, elle vise essentiellement le confort des occupants en abaissant la température, mais aussi en assurant un brassage de l'air pour que cette température soit homogène. Et donc, ça crée aussi un petit flux d'air, une petite vitesse d'air, un déplacement d'air qui peut permettre d'augmenter la sensation de rafraîchissement. Dans le cas où les caractéristiques de température et d'hygrométrie doivent être régulées pour l'activité, on va parler de conditionnement d'air, puisque là, l'objectif, c'est le process ou l'activité pour conserver certains produits, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme dispositif pour rafraîchir et climatiser? Le plus simple, c'est le brumisateur avec une pulvérisation de gouttelettes d'eau qui peut donner une sensation de rafraîchissement. Le ventilateur qui va assurer un brassage de l'air et créer donc des mouvements d'air qui vont aussi agir sur la température ressentie. Les climatiseurs individuels qui vont prendre l'air dans le local et le restituer à la température désirée. Donc ça peut être froid en été ou chaud en hiver, mais qui ne renouvellent pas l'air. Et c'est là le point important. Les climatiseurs individuels fonctionnent en recyclage d'air totalement.
La climatisation collective, qui peut être centralisée ou semi-centralisée, fonctionne, elle, soit en tout air neuf, soit avec une partie de recyclage de l'air. Et parmi les climatisations collectives, on va retrouver notamment les centrales de traitement de l'air, hein, qui, donc, comme je vous le disais, vont renouveler l'air et assurer une climatisation avec ou sans recyclage de l'air. Ces différents dispositifs, vous allez les voir dans les locaux, dans vos entreprises, les repérer. La climatisation individuelle est composée d'une unité extérieure qui est raccordée à une ou plusieurs unités intérieures, suivant qu'on est en ce qu'on appelle monosplit ou multisplit. Mais c'est la même unité extérieure qui va assurer la fonction de rafraîchissement et climatisation. Ensuite, on a des dispositifs qui vont permettre de faire du chauffage et de la climatisation qui sont semblables aux dispositifs multisplit. Ce sont ce qu'on appelle des climatiseurs individuels multizone again, qui vont aussi avoir une seule unité extérieure, mais vont permettre de réguler la température différemment selon les pièces dans lesquelles sont installées les unités intérieures. Et puis, on a donc les centrales de traitement d'air. On a les centrales de traitement d'air classiques qui vont reprendre une partie de l'air de la pièce climatisée, donc de l'air de reprise, c'est-à-dire un recyclage d'air, et vont le mélanger avec une partie d'air neuf. À la différence, on a des systèmes qu'on appelle double flux, en tout air neuf, où là, l'air qui est apporté dans la pièce à climatiser n'est que de l'air neuf, il n'y a pas du tout de recyclage d'air. On va voir que les recommandations de l'ARS, donc je ne vous ai peut-être pas dit ce qu'était l'ARS, c'est l'Agence régionale de la santé. Ces recommandations ont été formulées toujours aussi au mois de mai. Elles vont être différentes en fonction effectivement qu'on a des dispositifs avec ou sans recyclage de l'air. Alors, sur le premier dispositif de rafraîchissement, le brumisateur, c'est clair, il est proscrit puisque l'humidité est un facteur de propagation du virus. Donc, il faut au contraire assécher l'air et les surfaces. Concernant les ventilateurs, ils sont également proscrits dans les locaux collectifs. Pourquoi? Parce qu'ils vont assurer un brassage de l'air qui va aussi diffuser le virus. Et donc, les ventilateurs ne sont acceptés que quand il y a une seule personne dans le local et elle doit couper son ventilateur quand une autre personne entre. Pour les climatiseurs individuels, donc avec recyclage d'air, il n'y a pas du tout d'apport d'air neuf. L'objectif, ça va être d'utiliser les filtres les plus performants dans la mesure du possible, hein, mais ce n'est pas forcément évident d'aller sur des filtres beaucoup plus performants, du type filtre EPA, qui sont des filtres qui permettent de filtrer des très, très petites particules. L'objectif principal, ça va être de retirer et nettoyer périodiquement ces filtres et puis de les nettoyer de façon beaucoup plus importante, c'est-à-dire toutes les semaines en cas de suspicion de Covid-19. L'objectif aussi, ça va être d'aérer les locaux. Vous l'avez compris, la partie la plus importante en termes de prévention du risque Covid-19, c'est d'aérer les locaux. Il est essentiel d'évacuer les polluants potentiels, les particules de virus éventuelles, et de renouveler l'air. Et puis, pour ces climatiseurs individuels qui fonctionnent en tout recyclage, régler le débit d'air au minimum possible. Alors, l'ARS disait, si c'est impossible, mettre en place le port du masque en permanence. Au niveau de la climatisation collective, on va fonctionner en tout air neuf. Normalement, on peut couper l'air de reprise, c'est-à-dire le recyclage de l'air, et puis vérifier l'étanchéité entre l'air repris et l'air neuf, ainsi qu'au niveau des conduits qui sont sous pression. Et puis, on va suivre les mêmes recommandations que pour les climatiseurs individuels. S'il y a du brassage d'air, par exemple avec des ventiloconvecteurs, l'ARS recommande aussi le port du masque en permanence. Les sociétés et associations de professionnels de chauffage et de climatisation du type Uniclimat, l'AFPAC, la SNEFCA, ont émis des recommandations concernant l'entretien des installations. Ces recommandations datent de début juin. Vous retrouverez les sigles de ces organismes en fin de mon diaporama.
Donc, parmi les recommandations d'entretien, effectivement, pour faire cet entretien, il est nécessaire de stopper les systèmes de ventilation ou de climatisation, nettoyer les filtres à l'eau savonneuse tous les 15 jours, et en cas de détérioration du filtre ou de suspicion de coronavirus, le remplacer par un filtre neuf aux caractéristiques identiques, voire supérieures si c'est possible. Remettre en route les systèmes. Et pour le système de climatisation sans apport d'air neuf, c'est-à-dire avec du recyclage, mettre la vitesse au plus bas possible. Nettoyer les bouches de VMC, notamment dans tout ce qui est pièces humides et sanitaires, selon les recommandations du fabricant, et s'il l'autorise avec un produit virucide conforme à la norme EN 14476. Ces recommandations sur l'entretien des VMC ne sont pas nouvelles, hein, elles existaient même avant l'épidémie de coronavirus. Et puis pour les ventilations double flux, il est conseillé donc de désactiver le bypass, c'est-à-dire la partie recyclage de l'air. La question s'est posée de l'entretien du nettoyage des conduits de ventilation selon l'organisme de professionnels de chauffage-climatisation REHVA. Il n'y a pas d'effet pratique au nettoyage des conduits. C'est vraiment le nettoyage des filtres qui est à privilégier dans cette pandémie. Ensuite, le ministère du Travail a également fait des recommandations en cas de forte chaleur, puisque la question se pose effectivement pour les climatisations avec du recyclage d'air complet, sans apport d'air neuf, de leur mise en route ou pas. Donc, selon le ministère du Travail, dans les locaux occupés par plus d'une personne, il ne faut utiliser la climatisation que lorsqu'elle est nécessaire pour assurer des conditions de travail acceptables. On verra tout à l'heure, on en reparlera, voir comment on peut définir des conditions de travail acceptables. La priorité, c'est de renouveler l'air avec les dispositifs mécaniques, de ventilation mécanique, mais aussi d'ouverture des fenêtres. Et même quand il y a des ventilations mécaniques, il est conseillé d'aérer par ouverture des fenêtres. Et puis, il faut aussi surtout limiter le brassage de l'air. Donc, on l'a vu, quand il y a une climatisation avec recyclage d'air, diminuer les débits au plus bas possible, de manière à ce que les personnes présentes dans la pièce n'aient pas de sensation de courant d'air. Ça correspond à des vitesses d'air inférieures ou égales à 0,4 mètres par seconde. Et puis, concernant les ventilateurs, ils sont proscrits de manière générale, sauf dans des cas particuliers pour des petits ventilateurs individuels. Et il y a des conditions particulières qui permettent de déroger à cette prescription, en fait, en cas de forte chaleur. Et là, je vous renvoie au document du ministère du Travail que vous trouverez aussi en fin du diaporama, puisque les conditions sont un petit peu détaillées et nombreuses. Ensuite, en cas de canicule, c'est-à-dire de passage en vigilance météorologique rouge, on a plusieurs ministères qui ont donné des instructions aussi. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut réévaluer quotidiennement les risques encourus par les salariés en fonction des évolutions de température, mais aussi des travaux qui sont à réaliser, de l'âge et de l'état de santé des salariés. Ensuite, en fonction de cela, aménager la charge de travail, les horaires, l'organisation du travail pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Et donc, forcément, il va falloir réexaminer la liste des salariés qui bénéficient du télétravail en prêtant une attention particulière aux femmes enceintes, aux personnes qui souffrent de pathologies chroniques ou qui sont en situation de handicap, par exemple. Tout ça, ça nous renvoie aux 9 principes de prévention que je vous ai mis aussi à la fin de ce diaporama. Quand on fait de la prévention, la priorité, c'est de supprimer le risque. Donc, comment supprimer le risque de façon simple? Effectivement, quand c'est possible, c'est par exemple le télétravail. Et puis, mettre en place des mesures collectives. Les mesures individuelles, par exemple le masque, elles viennent vraiment en dernier et en complément des mesures collectives quand celles-ci sont insuffisantes pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, les mesures collectives, par exemple, c'est le renouvellement de l'air et la gestion des dispositifs de recyclage d'air et de climatisation avec la gestion des débits.
Je reviens sur la notion de conditions de travail acceptables, qui nous renvoie en période de canicule à la température des pièces dans lesquelles les salariés travaillent. Alors, pour cette température, on a des références avec des normes, mais ces normes et ces organismes ne prennent pas en compte les vitesses d'air, l'humidité et le rayonnement. On ne prend en compte que la température dans ces documents. On a le Code du travail qui avait fixé comme seuil de pénibilité une température supérieure à 30 degrés, au moins 900 heures par an. L'INRS, dans son site, nous dit qu'au-delà de 30 degrés, il y a un risque pour la santé des travailleurs. Ensuite, on a des normes qui nous donnent des conditions thermiques pour lesquelles il y a un confort pour les opérateurs. Alors là, je vous parle de travail de bureau. Et pour du travail du bureau en conditions estivales, la norme internationale ISO 7730 fixe un intervalle de température compris entre 23 et 26 degrés. Cette norme, elle nous donne aussi un pourcentage prévisible d'insatisfaits qui permet de voir un petit peu quelles sont les températures pour lesquelles une majorité de personnes seront satisfaites. Et donc, pour un travail sédentaire du type travail de bureau permanent, je dirais, sans que l'opérateur se lève régulièrement, la température optimale se situerait autour de 26 degrés. Et puis, pour un travail physique léger, ce serait plutôt autour de 22 degrés. Je vous rappelle que ces références de température ne prennent pas en compte l'humidité, la vitesse d'air et le rayonnement dans les locaux. Et il y a donc aussi des variabilités individuelles qui peuvent être importantes. Donc, je pense qu'il est important au sein des entreprises de mettre en place des discussions et de la concertation pour essayer de définir en fonction de l'activité et peut-être des locaux quelles sont les températures au-delà duquel il sera nécessaire de remettre en route la climatisation. Je vais vous parler un petit peu des épurateurs d'air. C'est une question qui m'avait été posée, notamment les épurateurs d'air par photocatalyse. Donc, j'ai consulté l'INRS sur le sujet. J'ai eu une discussion avec un expert de l'INRS récemment. Et en fait, l'INRS a fait des études sur le sujet qui ont montré un effet bactéricide, c'est-à-dire sur les bactéries, mais il n'y a aucune étude qui montre une efficacité des épurateurs d'air sur les virus, contrairement à ce qui peut être vu sur Internet. Donc, cet effet bactéricide, il est efficace dans certaines conditions. Il faut que les bactéries soient retenues par un filtre associé au dioxyde de titane. Ce n'est pas le cas de tous les épurateurs d'air. Certains épurateurs d'air ont du dioxyde de titane, mais n'ont pas de filtre associé. Et il doit y avoir un flux traversant. Et donc, ce filtre est là pour retenir les bactéries et les exposer aux UVA pendant plusieurs heures. Il ne suffit pas que l'air traverse l'épurateur d'air, il faut aussi qu'en fait que ce filtre qui retient les bactéries soit exposé pendant plusieurs heures aux UVA. Et puis, il peut y avoir aussi des dispositifs qui permettent, avec des UVC, avec un certain temps de contact également, à une certaine fréquence, longueur d'onde, 154 micromètres, d'avoir un effet bactéricide. Sur les épurateurs d'air, il y avait eu une étude d'experts de l'ANSES en 2017 qui a montré aussi qu'il y avait une dégradation incomplète des polluants qui sont visés par ces épurateurs d'air. Les épurateurs d'air sont souvent mis en avant pour éliminer des agents biologiques ou chimiques, mais en fait, ils entraînent la formation de sous-produits au moment de la dégradation de ces polluants. Et ces sous-produits du type des cétones, des aldéhydes, peuvent finalement avoir des effets aussi sur la santé des personnes qui sont dans leur environnement. Donc, pour l'instant, je ne conseillerais pas les épurateurs d'air pour le coronavirus. Je vais reprendre un petit peu tous ces éléments puisque je vous ai parlé de beaucoup de choses. Donc, en matière de ventilation et de climatisation, le Code du travail précise le débit d'air neuf par heure par occupant à apporter par ventilation mécanique. On sait que les gouttelettes portant le Covid-19 pourraient s'accrocher sur des particules fines permettant au virus de persister dans l'air pendant des heures, voire plusieurs jours.
Il est nécessaire d'aérer au moins 15 minutes toutes les 3 heures pour évacuer les particules contaminées potentielles. En l'état actuel des connaissances, le risque lié au réseau de climatisation ou de VMC semble faible, sauf en cas de brassage de circulation importante d'air recyclé. Les études qui ont porté sur la ventilation et la climatisation et qui ont mis en évidence des contaminations étaient ces contaminations étaient dues au fait qu'il y avait une circulation d'air importante et que les personnes ont été contaminées parce qu'elles étaient dans ce flux d'air, en fait. Il est conseillé par le ministère du Travail de n'utiliser la climatisation que si nécessaire pour assurer des conditions de travail acceptables. Couper le recyclage de l'air des climatisations. Si c'est impossible, diminuer le débit d'air au minimum, c'est-à-dire pour ne pas avoir de sensation de courant d'air, c'est-à-dire des vitesses d'air inférieures ou égales à 0,4 mètres par seconde. Et en cas de canicule, de vigilance rouge, il sera nécessaire de réorganiser le travail pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Je vous ai mis en annexe toutes les références des documents qui sont cités dans cette présentation par ordre chronologique, donc les références du ministère du Travail, les instructions interministérielles, les recommandations de l'ARS et du ministère de la Santé, ainsi que des différents organismes de professionnels de chauffage et de climatisation, dont vous retrouverez les acronymes, les sigles ici. Et puis, quand même, pour mémoire, les 9 principes de prévention qui sont la base de la prévention en entreprise et qui, je crois, méritent d'être revus dans le cadre de cette pandémie pour bien remettre les mesures de prévention dans l'ordre, en fait. La priorité, c'est d'éviter le risque. Ensuite, on évalue les risques s'ils ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins quand c'est possible, et planifier la prévention, notamment avec des mesures techniques, organisationnelles, en donnant la priorité aux mesures de protection collective, et surtout donner des instructions appropriées aux travailleurs. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation, et puis on va voir s'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. Oui, nous allons donc pouvoir continuer à répondre à vos questions. Bruno, je te propose de balayer les questions en mettant ton micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir un petit peu sur des questions qui ont été répondues par écrit. Marichou Douni, on nous demande le climatiseur individuel, est-ce seulement dans un bureau individuel? Non, ce qu'on appelle climatiseur individuel, en fait, ça peut être quelque chose qui en fait est collectif quelque part. On dit qu'il est individuel puisqu'il y a une seule unité extérieure, mais cette unité extérieure, elle peut être accordée à plusieurs unités intérieures et donc rafraîchir plusieurs locaux. Donc, quand on parle de climatiseur individuel, c'est juste en référence avec une seule unité extérieure et on est aussi en recyclage complet de l'air. Il n'y a pas du tout d'apport d'air neuf dans ce dispositif. D'accord, merci. Ensuite, nous avions une question. Bon, là, je pense que c'est plutôt de l'ordre général parce qu'une personne demandait si le principe était de donner priorité à celui qui veut fermer la fenêtre. Vous savez, bon, pour les problèmes de il fait froid ou il fait chaud, par rapport, comme on préconise une aération avec ouverture des fenêtres. Voilà, c'était la question en temps climatique habituel et pas forcément de canicule. Voilà. Donc, la question, oui. Ça renvoie toujours à de la concertation et à des compromis entre les personnes, mais la priorité, c'est de renouveler l'air au moins 15 minutes 2 fois par jour. Ça, c'est le minimum requis. Après, voilà, c'est ça, ce sont les préconisations qui ont été données, c'est ça. D'accord. Voilà. Après, il faut arriver à discuter, à se mettre d'accord quand on partage un bureau, effectivement. Oui.
Après, alors il y a une question qui était un peu longue, c'est concernant les installations qui disposent d'unités terminales, hein. Je ne sais pas si vous avez la connaissance de type ventilo-convecteur qui sont situés sous les fenêtres, hein, ou dans les types de faux plafonds. Vous savez, ça brasse l'air, hein, dans une pièce. Donc, est-ce que ça peut poser problème quand il y a plusieurs personnes? C'est la question. Oui, mais effectivement, ce qu'on a vu, c'est que le brassage de l'air, il participe à la propagation du virus. Donc, si possible, il faudrait couper les ventiloconvecteurs. Et quand ce n'est pas possible et qu'on ne peut pas assurer assez de renouvellement d'air, je pense que là, la question du masque va se poser, effectivement, du port du masque pour éviter d'avoir une contamination des personnes. Si jamais il y avait une personne contaminée, le brassage de l'air pourrait propager facilement le virus. D'accord. D'ailleurs, il nous a été demandé aussi, même si ce n'est pas en lien direct avec le webinaire, qu'en est-il des préconisations du port du masque en entreprise ou dans les lieux clos? Donc, ce matin, la liste sur le site du gouvernement est parue. Voilà, je vous en informe. Pour les entreprises, nous aurons des recommandations un peu plus tard. Je regarde si d'autres questions là nous sont parvenues. Les ventilateurs sont-ils autorisés dans les crèches et les écoles? Je pense que, étant donné qu'on est dans des milieux professionnels, hein, on a toujours les mêmes recommandations. Les ventilateurs, normalement, ils sont proscrits puisqu'ils participent à la diffusion du virus. Et donc, la priorité, c'est de renouveler l'air quand c'est possible. Et puis, si on est dans des locaux occupés par plusieurs personnes, le ventilateur est vraiment proscrit. Voilà, Donc, il faut trouver d'autres façons de rafraîchir, en fait, avec des climatisations éventuellement. Et surtout du renouvellement d'air. d'accord. Là, je balaye tout ce qui me soit. Apparemment, vous avez répondu déjà, et même nos répondants en ligne ont répondu à de nombreuses questions. En milieu très spécifique, exemple piscine. Voilà. Ventilation style d'apport d'air neuf, cela suffit-il? En sachant que nous sommes en milieu humide. Les piscines, je pense que la réouverture des piscines a été étudiée par les personnes qui ont réinstauré leur ouverture et qu'il y a des conditions particulières qui ont été mises en place, notamment en termes de fréquentation, le nombre de personnes, de distanciation. Et alors, j'ai pas en tête d'informations précises sur le fonctionnement du renouvellement d'air dans les piscines, mais je pense qu'ils ont reçu des consignes en termes de renouvellement d'air. Normalement, ça doit être réalisé de façon à justement renouveler l'air et les distanciations doivent permettre de prévenir le risque du Covid-19. D'accord, merci. Céline, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été liées aux mesures qui ont été annoncées et qui sont applicables dès aujourd'hui sur le port du masque, donc pas forcément en lien avec la ventilation. Donc on est bien, si je reviens sur l'obligation de port du masque, on est bien sur une logique d'espace clos qui accueille du public, où là le port du masque est rendu obligatoire. Certaines enseignes aussi, à partir du moment où à la porte d'un magasin ou autre, il est écrit que le port du masque est obligatoire, l'entreprise est tout à fait en droit du coup de vous refuser l'accès pour protéger ses salariés si vous refusez de porter le masque. Dans les bureaux, on est pour l'instant sur les mêmes règles qu'avant, donc dans des bureaux qui n'accueillent pas de public. C'est-à-dire que si l'entreprise a la possibilité de respecter les règles de distanciation physique, donc à plus d'1 mètre, le port du masque n'est pas forcément obligatoire. Ça peut être une précaution, mais il n'est pas obligatoire. Par contre, à partir du moment où les règles de distanciation physique ne peuvent pas être respectées dans le bureau, il est fortement recommandé que tout le monde ait un masque.
Donc, pour mémoire, le masque protège, les masques en tout cas dans nos métiers de bureau, évite la propagation en protégeant les personnes. Donc, si les deux personnes ont un masque, il y a une protection supplémentaire. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les masques, même si on peut rajouter aussi qu'en période de forte chaleur, il est recommandé de changer les masques plus régulièrement parce que les masques perdent de leur efficacité avec l'humidité et la sueur. Donc, en cas de forte chaleur, il faut vraiment les changer plus régulièrement. Alors, j'ai une question pour Marie Choudouné. Effectivement, on nous demande au niveau des véhicules, hein, s'il y a plusieurs personnes dans un véhicule, est-ce qu'on met ou pas la climatisation du véhicule? Alors, la priorité dans le véhicule, ça va être comme partout, on est dans un milieu potentiellement confiné, s'il y a plusieurs personnes. La priorité, c'est de renouveler l'air. Donc, quand c'est possible et que la température est supportable, tout simplement ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air. Et puis, suivant les configurations, alors quand on est dans le domaine privé, ce sont des personnes d'une même famille, il n'y a pas d'obligation de port du masque, mais à partir du moment où on a plusieurs personnes qui viennent d'horizons différents, c'est là que le virus va pouvoir se disséminer de plus fortement. Je pense qu'il est conseillé de porter un masque puisqu'on n'a pas de distanciation possible dans un véhicule. Et ensuite, si vraiment la température est trop difficile, effectivement, la remise en route de la climatisation. Après, il faut gérer ce compromis entre le risque pour la santé lié au Covid-19 et le risque pour la santé lié à la température. Il n'est pas question que les gens fassent des malaises parce qu'il fait trop chaud dans le véhicule. D'accord. J'ai encore une question. Est-ce que l'entretien classique des unités intérieures, dans le cadre des contrats de maintenance, suffit ou faut-il prévoir un traitement virucide des filtres? Pour tout ce qui est VMC, on conseille un traitement virucide. Après, tout ce qui est climatisation, les professionnels recommandent simplement un nettoyage à l'eau savonneuse, mais effectivement, tous les 15 jours, on augmente la fréquence de nettoyage. Je reviens sur ce que je vous ai dit pour les véhicules. Il est aussi important dans les véhicules de vérifier le bon entretien et le nettoyage des systèmes de climatisation, justement, parce que c'est quelque chose qui peut être un peu passé à la trappe. Et même hors période d'épidémie Covid-19, les climatisations sont des sources de propagation de germes, que ce soit des bactéries ou des virus. Donc, il est important de bien entretenir ces dispositifs-là, même dans les véhicules. D'accord, merci. Céline, je te donne la parole. A priori, on nous demande de refaire un petit point sur la climatisation en général, alors, où il y a eu des questions sur simple flux, double flux. Voilà, il y a plusieurs questions qui reviennent à ce sujet. Je reprends un petit peu les éléments sur la climatisation. Ce qui est important, c'est de savoir si on est en recyclage d'air total ou partiel. C'est ça qui va être important de savoir, sachant que le recyclage de l'air, il va permettre effectivement éventuellement la dissémination du virus et la contamination de personnes. Donc, ce qui est préconisé, c'est quand c'est possible de couper la partie recyclage de l'air pour fonctionner en tout air neuf. Ça, c'est possible dans des climatisations collectives. Quand on est sur des climatisations qu'on appelle individuelles, où il n'y a que du recyclage d'air, alors ça peut être ce qu'on a vu tout à l'heure, des dispositifs multi-split, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs unités intérieures dans différents locaux raccordées avec une seule unité extérieure de traitement. On est quand même sur une climatisation individuelle avec recyclage de l'air. Donc là, le ministère du Travail nous dit on ne met en route la climatisation que si c'est nécessaire pour qu'il y ait des conditions de travail acceptables pour les opérateurs. Quand on peut fonctionner sans la climatisation, on travaille sans la climatisation. Alors, que ce soit avec ou sans la climatisation, il va être important de renouveler l'air. C'est vraiment ça la priorité. Il faut vraiment garder en tête le renouvellement de l'air et la distanciation. Ce sont les priorités avant tout le reste.
c'est comme ça qu'on va vraiment prévenir ce risque-là de façon efficace. Du coup, je pense que ça rejoint aussi une question qui vient juste de nous être posée sur l'entretien de la climatisation dans les véhicules, qui est habituellement préconisé une fois par an. Là, on est aussi sur la même logique hein, dans les véhicules que dans les bureaux. Donc je ne sais pas s'il existe une fréquence recommandée là, dans la période pour l'entretien de la climatisation des véhicules. Non, je n'ai pas trouvé de recommandation particulière pour les véhicules, pour la climatisation des véhicules dans le cadre de l'épidémie. Donc, effectivement, je pense que déjà, si c'est fait une fois par an, c'est bien, mais si on peut faire plus, je pense que c'est mieux. Et puis, pareil, on ne met en route la climatisation que vraiment si ça devient trop difficile au niveau des conditions de température. Donc, on peut reprendre encore pendant 5 minutes d'autres questions si vous en avez. Sinon, on va bientôt conclure ce webinaire. Non, ben, je ne vois pas de questions supplémentaires pour l'instant. Alors, je vous propose donc de conclure ce webinaire, sachant que nous pouvons, dans les dernières minutes qui nous restent, continuer à répondre à vos questions. Donc, juste pour conclure, vous rappelez que vos services de santé au travail sont à votre disposition sur les questions de climatisation, ventilation abordées aujourd'hui, mais aussi sur le reste des services que nous vous rendons tout au long de l'année, donc le suivi individuel de vos salariés. Dans la période particulièrement, nous pouvons être amenés à effectuer des visites de suivi médical, en particulier pour les personnes vulnérables. Nous pouvons aussi, bien évidemment, vous accompagner dans l'évaluation des risques professionnels jusqu'à l'aide à la formalisation de votre document unique ou des plans d'action qui sont associés. Et nous effectuons, comme aujourd'hui, des informations et sensibilisations sur différentes thématiques. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre service de santé au travail. Vous retrouverez dans le support de la présentation l'ensemble des liens évoqués par Marichou, mais aussi les liens vers les sites internet de vos services que vous retrouvez sur ce support. Vous retrouverez une question qui nous a été posée sur les tableaux. Donc, les tableaux sont accessibles dans le support de présentation qui est sur le site internet de la fédération que vous voyez ici sur l'écran. Vous recevrez par ailleurs un mail demain vous donnant le lien si vous n'arrivez pas à accéder via ce site, mais normalement, il n'y a aucun souci. Vous recevrez un lien pour accéder directement à la présentation. Je vois apparaître d'autres questions sur le brassage d'air aussi, donc je vais redonner la parole avant qu'on conclue à Marichou. Marichou, oui. Je ne sais pas si... Oui, je vois la question effectivement sur les systèmes de climatisation type CTA. Effectivement, quand ces systèmes peuvent être passés en tout air neuf, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il n'y a pas de recyclage d'air, il n'y a pas de... Enfin, si on prend l'air à l'extérieur, potentiellement, il n'y a pas de virus dans cet air neuf. Donc, il n'y a pas de souci avec le brassage de l'air. Le souci avec le brassage de l'air, il est vraiment lié au recyclage de l'air.
Donc, vous retrouverez, on vous en prie, vous retrouverez l'ensemble donc du support présenté par Marichou et l'ensemble des liens sur le support accessible sur le site de la fédération. Je vous laisse encore quelques minutes pour poser vos dernières questions auxquelles nos conférenciers pourront répondre à l'écrit ou Marichou si elle le souhaite à l'oral. Il n'y a pas de souci. Je me permets de répondre sur les propositions de prestations d'audit et d'adaptation sur le site internet de la fédération. Donc, le site internet de la fédération n'a pas vocation à faire le lien avec tel ou tel type de prestations. Donc, je suis désolée, mais il ne sera pas possible de mettre le lien. Je vous en prie. Et donc, dans les 5 minutes qui nous restent, si vous avez des questions, nous y répondrons. Sinon, nous allons clôturer ce webinaire. J'en profite pour remercier Marichou Denis pour sa présentation, pour la qualité de sa présentation et pour sa disponibilité pour la préparation de cette conférence. Je remercie aussi nos collègues qui ont répondu à vos questions en ligne. Et je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. Et je vous le rappelle, donc, le support sera accessible sur le site de la Fédération dès la fin de ce webinaire et le replay aussi. Donc, n'hésitez pas à vous servir du support ou du replay pour y compris communiquer en interne de vos structures sur le sujet. Et dans tous les cas, vos services de santé sont à votre disposition pour répondre à des questions qui sont peut-être aussi très spécifiques à votre activité. Donc, vous pouvez prendre contact avec votre service de santé, avec votre médecin du travail, et ils répondront à vos questions et pourront vous accompagner aussi si besoin. Pour le site de la fédération, comme il y a une question en ligne, vous le voyez apparaître à l'écran. Donc, nous allons maintenant clôturer ce webinaire et nous vous souhaitons une très bonne journée et une très bonne semaine. Au revoir.